Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Polar à Anima. Avant toute chose, j'utilise un autre appareil photo que celui que j'utilise d'habitude, puisque le mien a eu un petit problème technique que je n'ai pas encore résolu. Donc j'utilise l'appareil photo de ma maman et je n'ai pas de retour caméra en fait sur celui-là. Donc là j'ai mis un petit système avec un miroir derrière pour avoir quand même un mini retour, mais c'est pas très pratique. Voilà, donc si le cadre n'est pas top, je suis désolée, c'est parce que je n'ai pas de retour caméra. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter mon bilan du mois de la fantaisie. Je vous avais présenté ma pile à lire pour ce challenge tout au début du mois de mai. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin et je reviens du coup vous présenter tous les livres que j'ai pu lire pendant ce challenge. Donc le mois de mai aura été marqué par 10 lectures, 9 romans et 1 roman graphique. Parmi ces 10 lectures, il y avait 8 romans qui étaient dans ma pile à lire, donc que je vous ai présenté dans ma vidéo pile à lire. Un service de presse dont je ne vous parlerai pas, même si c'était vraiment de la fantaisie, je ne l'ai pas compté dans le challenge en fait. Et un roman graphique dont je ne vous avais pas parlé dans ma pile à lire, mais dont je vous avais parlé dans ma vidéo Pierre Bottero. J'ai pris mon petit carnet spécial vidéo YouTube, puisque oui, j'ai enfin un carnet maintenant, parce que bon, les petits papiers ça va bien 2 minutes, mais au bout d'un moment, il faut être un petit peu plus professionnel, n'est-ce pas? Donc là, je me suis fait une petite page avec mon bilan du mois de la fantaisie, avec les petites choses que j'ai envie de vous dire sur les romans. Puis comme j'ai quand même 9 romans dont je voudrais vous parler, on va commencer tout de suite. Alors, si on réfléchit en termes de chiffres, déjà j'ai validé toutes les catégories du challenge. Alors oui, comme j'ai eu, on va dire 10 lectures et qu'il y avait 12 voire 14 catégories, effectivement je n'ai pas un roman par catégorie, mais tous les romans dans leur globalité vont valider plusieurs catégories, ce qui fait que finalement toutes les catégories ont été validées. J'ai même une catégorie bonus du coup qui a été validée sur les deux. Encore en termes de chiffres, j'ai eu un coup de cœur ce mois-ci, un coup de cœur graphique. 3 excellentes lectures, mais vraiment des lectures que j'ai trouvées formidables avec des idées géniales. 3 bonnes, voire très bonnes lectures, c'est-à-dire des romans avec lesquels j'ai passé de bons moments mais qui ne vont pas me marquer. Et par contre j'ai eu 2 déceptions. Je vais vous présenter tous les romans dans l'ordre chronologique de lecture, en commençant du coup avec le tout premier livre que j'ai lu ce mois-ci. Et il s'agissait de La Fourchette, la Sorcière et le Dragon, donc qui est le premier tome des légendes d'Alagaësia, écrit par Christopher Paolini. C'est donc une saga qui se passe, on va dire, après les événements du tome 4 de la saga L'Héritage, ou Eragon. Et c'est un recueil de nouvelles, donc on a 3 nouvelles, La Fourchette, la Sorcière et le Dragon. On ne va quand même pas se mentir, c'est un magnifique objet livre. Alors la tranche est dorée, à l'intérieur on a de très très belles illustrations. Là on a une petite carte au début. Et je tombe directement dessus. Par exemple, voilà, ce genre d'illustration magnifique. Et c'est vrai que c'est un hardback en plus, donc l'objet livre est vraiment magnifique. Pour autant, ce roman fait partie des 2 déceptions que j'ai eues ces mois-ci. Pourquoi? Vous allez me dire, parce que finalement L'Héritage a été une saga que j'ai adorée. Le tome 4 que j'ai lu il y a 1 an a été pratiquement un coup de cœur. J'ai vraiment adoré les personnages, l'univers, la construction, le world building, la plume de Christopher Paolini est magnifique. Donc pourquoi est-ce que je n'ai pas aimé celui-là? En fait ça ne m'a rien apporté. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais j'ai trouvé ça ennuyeux, tout simplement. C'est pas très long pourtant, je l'ai lu en une après-midi, une soirée. Mais franchement, je lisais, j'étais là, pouf, ok. Bah franchement non, c'était pas passionnant. Alors, ça porte bien son nom de légende d'Alagaësia, puisque on se retrouve du coup 1 an après les événements de la fin du tome 4. Et ce recueil va nous présenter en fait différentes histoires autour de différents peuples, on va dire, du monde d'Alagaësia. Le premier, on va retrouver plusieurs personnages qu'on suivait dans la saga principale. C'était pas passionnant, voilà, ça m'a pas transcendé. La deuxième était très courte, et c'est pareil. Alors franchement, j'ai pas compris l'intérêt, voilà. Alors c'était intéressant parce que c'était sur un personnage que j'aimais beaucoup de la saga, mais est-ce que ça m'a apporté? Non, clairement pas. La dernière nouvelle, donc le dragon, c'est la plus longue des nouvelles, elle fait la moitié du recueil. Et alors c'était intéressant puisque c'est une légende qui va concerner le peuple des Urgal, je crois que c'est comme ça que ça se dit, et c'était cool, c'était sympa, mais franchement, je me suis ennuyée en fait, tout simplement je me suis ennuyée en le lisant, et voilà, déception quoi. Et je suis vraiment déçue d'être déçue. La deuxième lecture de ce mois-ci a été le tome 3 de l'autre de Pierre Bottero. Et clairement je ne vais pas vous en parler plus que nécessaire puisque je vous ai déjà sorti une vidéo sur Pierre Bottero. Donc c'est un tome 3, je ne vais pas vous expliquer l'histoire. Je vous renvoie à ma vidéo sur Pierre Bottero si vous voulez avoir mon avis. Mais ça fait partie des excellentes lectures de ce mois-ci. La troisième lecture, vous allez être fiers de moi puisque c'est un roman que je repousse
depuis extrêmement longtemps, qui est dans ma pile à lire depuis très très longtemps, que vous avez vu apparaître beaucoup de fois dans ma pile à lire, et il s'agit d'À la croisée des mondes de Philippe Pullman. Donc j'ai lu le premier tome, Les Royaumes du Nord. Ça a été une très belle découverte, c'est-à-dire que j'avais déjà vu le film quand j'étais petite, La Boussole d'Or ou quelque chose comme ça, donc je me souvenais des grandes lignes de l'histoire, mais je savais que l'adaptation n'était pas ouf. Hein. Clairement, quand on avait lu le roman, on se rendait bien compte que le film n'était pas extrêmement fidèle. J'ai trouvé qu'il y avait d'excellentes idées. Moi qui suis scientifique, j'ai trouvé que ce roman était passionnant par les recherches menées par l'auteur. On va donc suivre Lyra. Elle habite au Jordan College, qui est à Oxford. Et on comprend qu'en fait elle vit dans cette espèce d'académie, qu'elle a des précepteurs qui lui enseignent certaines choses, qu'elle a un oncle qui vient parfois lui rendre visite, et qu'elle s'est fait des amis, qu'elle fait les 400 coups avec les enfants des cuisiniers, etc. On apprend une chose qui est que je trouve très originale, c'est qu'en fait, dans ce monde-là, toutes les personnes sont liées avec un animal qui passe pour être un petit peu leur âme. Donc, quand ils sont petits, ces fameux démons, ils s'appellent les démons, peuvent prendre n'importe quelle forme animale, pourvu que ce soit pas trop gros, on va dire. Je ne sais pas si je le dis bien, mais le démon de Lyra s'appelle Pantalémon. Et voilà, on va suivre du coup les aventures de Lyra avec son démon. On va dire l'intrigue principale, c'est que des enfants disparaissent dans tout le pays. C'est quand même très étrange. Et du coup, il se trouve que le meilleur ami de Lyra va être enlevé et qu'elle va vouloir partir à sa recherche. Je ne vous en dis pas plus, mais il y a vraiment toute une dimension scientifique autour des particules élémentaires, de cette notion d'identité. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait des idées géniales, la traduction est ouf, la plume était magnifique, les personnages sont assez attachants, et malgré le fait que le tome 1 soit assez long, j'ai passé un excellent moment de lecture. Je l'ai par ailleurs lu en lecture commune avec Tic du compte Lecture Jumelle sur Instagram. Et c'est vrai que voilà, ça a été une excellente lecture, donc j'étais hyper heureuse de l'avoir découvert. Je voudrais quand même juste rajouter une chose, c'est que c'est quand même un roman jeunesse, mais que j'ai trouvé assez complexe finalement, puisque on a plusieurs histoires qui s'entremêlent, et c'est toute cette histoire un petit peu scientifique avec les particules élémentaires, ce genre de choses. Quand on est bien concentré, ça passe, mais je me dis que pour un enfant qui a peut-être 8 ans, c'est pas hyper accessible. Du coup, entre ma lecture des Royaumes du Nord et ma prochaine lecture, j'ai lu mon fameux service de presse. Je vous mets la couverture ici, il s'agit des Nocturnes d'Anthony Lucchini que j'avais reçu en service de presse dans le cadre de l'œil des lecteurs. Ça a été une bonne lecture, mais c'était pas transcendant, il y avait pas mal de choses à redire. J'en ai discuté avec l'auteur d'ailleurs, c'était intéressant. Donc voilà, comme il était pas dans ma pile à lire, j'ai décidé de pas le compter dans le mois de la fantasy, même si c'en était. Hein, je n'ai lu absolument que de la fantasy au mois de mai, il n'y a pas une seule lecture qui n'a pas été de la fantasy. Mais je ne vous en parlerai pas ici en tout cas. Du coup, ma quatrième lecture du challenge, ça a été le premier tome de Nevermore, Les défis de Morrigan Crow, par Jessica Townsend. Et ça fait partie de ces excellentes lectures qui nous mettent du baume au cœur, tellement c'était doudou en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement, parce que l'héroïne vit quand même des choses assez tristes, parfois assez sombres, mais l'univers était tellement coloré, tellement magique, que je m'y suis sentie extrêmement bien. On va donc suivre Morrigan Crow, qui est une jeune fille de 10-11 ans. Elle va bientôt fêter son anniversaire, donc c'est 11 ans. Et il se trouve que Morrigan, elle est maudite. En effet, Morrigan, elle est née le jour du Merveillant, ce qui signifie qu'elle est condamnée à mourir le jour de ses 11 ans. C'est pas très sympa quand même. On commence du coup cette histoire avec Morrigan. On comprend que on la rend coupable de toutes les petites choses pas top qui se passent dans la ville. Dès que quelqu'un perd son portefeuille ou dès que quelqu'un se tord la cheville, de toute façon c'est la faute de Morrigan. Et j'ai trouvé que comme entrée en matière c'était quand même vachement sympa. Mais Morrigan va quand même se faire sauver, puisque Jupiter Nord, qui est un personnage génial, soit dit en passant, va venir la sauver in extremis juste avant minuit, donc juste avant le jour de ses 11 ans, et il va l'emmener dans le monde de Nevermore. À Nevermore, elle va du coup résider dans un hôtel qui appartient à Jupiter Nord, dans lequel il y a un chat géant qui parle, un vampire nain, et plein d'autres créatures hyper intéressantes. Donc ça a été vraiment une lecture génial. C'est-à-dire que vraiment, c'était hyper prenant, j'arrivais pas à m'arrêter. Je l'ai vraiment lu très très vite. D'ailleurs, je l'ai lu en lecture commune avec Rachel du compte Capharnaüm Livresque sur Instagram. Et, mais juste rien que d'y penser, j'ai envie de me jeter sur le tome 2 qui m'a été offert à mon anniversaire par ma petite Clem. Merci Clem si tu passes par là. Et vraiment, j'ai adoré quoi. Les personnages étaient tellement attachants, c'était coloré, c'était lumineux, c'était magique. Il y a de très très belles valeurs qui sont dispensées dans ce roman. On parle aussi d'amitié beaucoup, puisqu'elle va rencontrer plusieurs enfants aussi dans le monde de Nevermore. Et c'était trop bien, voilà. Je n'ai que ça à dire, c'était trop bien, et j'ai juste trop hâte de lire le tome 2. Je spécifie quand même que c'est de la littérature jeunesse. Je ne referai pas mon petit disclaimer du début de ma vidéo sur Pierre Bottero, mais on est sur une enfant qui a 11 ans quand même.
faut bien le garder à l'esprit. Ma 5e lecture a été une lecture numérique, donc je vous mets la couverture par ici. Il s'agissait du tome 3 de Grisha de Leigh Bardugo. Donc si vous me suivez un petit peu sur la chaîne, vous savez que je vous avais fait un vlog lecture sur les tomes 1 et 2 de Grisha. Et donc j'ai enfin conclu la trilogie. Et alors, autant j'avais pas tellement aimé le tome 2, je l'ai... Enfin, c'est pas ça, c'est que ça a été une bonne lecture mais je l'ai trouvé assez ennuyeux, c'était très long. Puis c'était très cliché dans le genre de la fantasy young adulte, hein, je vous l'avais bien expliqué en long, en large et en travers dans ma vidéo sur mon vlog. Donc ça m'avait pas transcendé quoi, clairement. Mais je voulais quand même terminer la trilogie. Et j'ai bien fait puisque le tome 3 s'avère être mon tome préféré. J'ai trouvé vachement plus intéressant, il y avait de nouvelles thématiques qui sortaient un petit peu des clichés de la fantasy young adulte. Les personnages étaient plus intéressants. Il y avait plein de choses beaucoup plus intéressantes en fait dans ce tome-là. Un développement autour du personnage de Nikolai qui est clairement mon personnage préféré. Donc voilà, j'étais assez satisfaite d'avoir lu ce 3e tome puisque vraiment ça a été mon préféré. Toutefois, je tiens quand même à dire que la fin m'a pas convaincue. Je retrouve en fait cette facilité que j'avais trouvée dans Six of Crows et dans le début de Grisha. Donc en général avec les romans de Leigh Bardugo, c'est trop facile et c'est vraiment la victoire du bien sur le mal, ce genre de thématique, et en fait il n'y a presque pas de perte du côté du bien, enfin ça me semble tellement peu crédible que voilà, je suis un petit peu mitigée sur la fin quand même si je suis une adepte de ce genre de fin, objectivement ce n'est pas crédible, très clairement. Donc c'est une trilogie que je vous recommanderais, mais pas si vous lisez beaucoup de fantasy YA, parce que ça révolutionne clairement pas le genre. Et puis du coup, comme je vous l'avais dit aussi dans ma vidéo vlog, la plume de Leigh Bardugo est vachement plus développée dans Six of Crows. Elle a vraiment trouvé sa patte, elle a vraiment mûri sa plume, et c'était vachement plus intéressant comme plume dans Six of Crows que dans Grisha, qui a plutôt une plume assez classique finalement. Je voudrais quand même aussi spécifier une dernière chose sur Grisha. J'ai trouvé quand même qu'il y avait une chose très intéressante, c'était le traitement de la croyance et de la religion, puisque le personnage principal va être un petit peu sanctifié, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais tout le monde va la prendre pour une sainte à partir d'un certain moment dans la trilogie. Bon, évidemment, ce qui devait arriver arriva. Je n'avais plus de batterie sur l'appareil photo, on va pas épiloguer. Voilà, j'ai eu des problèmes de batterie et de carte mémoire, donc je vous ai parlé dans le vide pendant 5 minutes. C'est pas grave. Donc je vais vous parler de Grisha, je crois que j'ai regardé, vous savez couper. Donc je vous parlais du traitement de la religion et de la croyance dans Grisha que je trouvais hyper intéressante. C'est vrai qu'en fait le personnage d'Alina va être sanctifié un petit peu et toute en fait l'histoire de ses fidèles, des gens qui vont être derrière elle, au mépris finalement presque du roi. C'était super intéressant et je trouvais que c'était vraiment une chose à spécifier parce qu'on ne le retrouve pas très souvent, au contraire de ce que je vous disais sur les clichés de la fantasy young adulte. C'est vrai que c'est une thématique qu'on retrouve pas vraiment souvent dans ce genre de littérature. Ma 6e lecture du mois de la fantasy, ça a été le tome 2 de À la croisée des mondes, donc qui s'appelle La Tour des Anges. C'était donc le 2e tome d'À la croisée des mondes, mais ça a été aussi ma 2e déception. Donc je vous l'ai dit, hein, Les Royaumes du Nord a été vraiment une excellente lecture, j'ai adoré les idées, j'ai trouvé que c'était très original, qu'il y avait vraiment un univers hyper intéressant, avec des personnages très bien construits, très attachants. Mais alors ce tome 2, je n'ai pas compris son utilité. Vraiment, je me suis ennuyée du début à la fin. Heureusement, il est moins long que le tome 1. Mais franchement, je lisais, j'étais là. Ok, où va-t-on? En fait, dans ce tome 2, on va se retrouver dans 3 mondes différents, avec, je sais pas, peut-être une dizaine de personnages différents qu'on va suivre en fonction des chapitres. Et alors déjà, courage pour s'y retrouver. Franchement, ce que je vous disais sur la complexité du tome 1, c'est encore pire dans le tome 2, et on m'a dit sur Instagram que c'était encore pire dans le tome 3. J'ai très peur du tome 3, très clairement. En fait, à moins d'être hyper concentré et de vraiment lire, bon, on lit tous les mots, mais je veux dire, être vraiment concentré sur chacun des mots, on sait pas où est-ce qu'on est. Il y a vraiment toute une scène, j'ai pas compris dans quel monde ils étaient. Il se passait des trucs, j'étais là, mais attends, ils sont où? Ils font quoi? Donc voilà, c'était vraiment pas une réussite ce tome 2 pour moi. Donc vraiment une déception, surtout après avoir autant aimé le tome 1. Tant pis, j'ai envie de dire. Je l'ai aussi lu en lecture commune avec Tic, et j'ai très peur de lire le tome 3 du coup. Voilà, parce que franchement, j'ai trouvé que ça avait rien apporté à l'histoire. Même là, quand j'y repense, franchement, à part 2-3 événements, j'ai pratiquement rien retenu, alors je l'ai lu il y a une semaine. C'est un peu inquiétant quand même. Donc voilà, déception. Et je suis déçue d'être déçue comme pour La Fourchette, la Sorcière et le Dragon. Ma 7e lecture a été le fameux roman graphique que j'ai lu le jour de mon anniversaire, puisque vous allez le comprendre, c'était un cadeau que ma maman m'a fait pour mon anniversaire. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur Pierre Bottero, en vous disant que c'était une œuvre que l'on ne trouvait pratiquement plus, à moins de mettre un prix énorme. Et du coup, ma maman s'est mise en tête de me l'acheter pour mon anniversaire. Et donc il s'agit du Chant du Troll de Pierre Bottero et illustré par Gilles Francescano.
et c'est juste un coup de cœur en fait. Voilà, c'était tellement beau, c'était tellement fort, je n'ai pas les mots. Vraiment, même maintenant, ça fait quand même une semaine que je l'ai lu, je ne m'en remets pas. Ma maman me l'a offert quand je me suis réveillée le matin de mon anniversaire, et à midi il était terminé. Et il est quand même très court, hein. C'est un roman graphique de moins de 200 pages, avec... je vais essayer de vous trouver des planches intéressantes. Par exemple ici, vous voyez, ce genre d'illustration magnifique en plus. On a un travail éditorial de malade, voilà. Donc ça se lit très bien, et c'était juste fabuleux. Vraiment, c'était tellement beau. Les illustrations apportent indéniablement quelque chose à l'intrigue, hein. En plus, les illustrations sont juste magnifiques. Mais l'histoire en elle-même est pleine de métaphores. On va suivre une petite fille, je vous en dis pas trop, mais on va suivre une petite fille qui, un matin sur le chemin de l'école, se rend compte que le ciel a un peu changé, il est multicolore, qu'il y a des plantes qui poussent dans les murs, très bizarre. Et au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'en fait, toute cette gangrène commence à prendre le pas sur la ville, et on comprend au fur et à mesure ce qu'est la métaphore, en fait, de cette végétation qui prend le pas. C'était magnifique. Vraiment, le message derrière, la façon dont il a construit en fait son histoire, c'était incroyable. D'ailleurs, on retrouve le personnage principal dans un passage dans Elana. Quand je vous disais qu'il était vraiment toujours en train de faire des liens entre ces histoires, là on le vérifie encore une fois. C'était magnifique, je pense que c'est l'une des histoires les plus touchantes qu'il ait pu écrire, voire la plus touchante. C'était sublime, voilà, juste c'était sublime, et je ne vais pas trop vous en dire. Vous pouvez le trouver en numérique si vous ne voulez pas mettre le prix dans le physique, ce que je peux comprendre. Mais franchement, c'est vraiment une œuvre à lire, c'était juste incroyable, vraiment. Mon avant-dernière lecture du mois de la fantasy, ça a été le tome 7 de l'Assassin Royal. Je vous avais dit que je le lirais, c'est chose faite. Il s'appelle Le Prophète Blanc, donc ça correspond à ça dans l'intégrale. Et j'ai encore une fois passé un excellent moment de lecture avec l'Assassin Royal. Ça fait partie de ces tomes beaucoup plus lents, beaucoup plus introspectifs. Parce que je vous ai déjà expliqué dans ma vidéo sur l'Assassin Royal, je vous renvoie à cette vidéo-là, que les découpages des tomes en VF n'est pas le même que le découpage des tomes dans la version originale. Donc on a parfois des grosses différences dans le rythme de récit entre les tomes. Et donc voilà, ce tome 7, c'est le premier tome de la deuxième époque. Et en fait, il va un petit peu replacer les bases, puisqu'il s'est passé 15 ans entre la fin de la première époque et le début de cette deuxième époque. Alors déjà, ça m'a brisé le cœur, parce que je déteste les ellipses en littérature. J'ai l'impression de complètement perdre mes repères, de ne plus pouvoir suivre ces personnages que j'aime tant. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les ellipses en littérature. Et du coup, ce tome 7 va nous permettre de savoir un petit peu ce qu'ont fait les personnages pendant 15 ans. Et puis on a quand même à la fin un peu d'action, un petit peu de déplacement de personnages, et puis une nouvelle intrigue qui se dessine. Et c'était trop bien. Voilà. C'est pas un coup de cœur parce que je trouve que c'est quand même un thème qui est très introspectif et qui du coup laisse plus à la réflexion, et je sais pas, c'est un peu langoureux, c'est tranquille quoi. Voilà. Donc c'est pas un coup de cœur, mais vraiment excellente lecture, hein. Je lui ai mis un 5 sur 5. Enfin, voilà, ça reste l'Assassin Royal, c'est extrêmement bien écrit, les personnages sont extrêmement attachants. J'ai retrouvé le fou. Voilà, donc j'ai adoré, et je pense que je vais me lire le tome 8 très très vite. Même si j'ai lu beaucoup de fantasy ces derniers temps, tant pis, voilà, j'ai trop envie de lire le tome 8, surtout que le tome 7 se termine sur une espèce de cliffhanger. J'ai trop hâte de connaître la suite. Je vous retrouve 24 heures plus tard pour enfin terminer cette vidéo, qui aura été beaucoup trop longue à tourner puisque j'ai des problèmes de batterie et de mémoire. Et que finalement, une fois que j'ai pu recommencer à tourner, c'était trop tard, il fallait que je parte. Je suis partie faire une balade à vélo avec ma maman. Et je n'avais plus le temps de terminer de tourner cette vidéo. Donc je la reprends 24 heures plus tard. Si le cadre a changé, c'est encore plus normal. Il fait assez moche, donc la luminosité est assez pourrie. Voilà, mais je vais quand même vous parler de cette dernière lecture du mois de la fantasy, qui a été Gods of Men de Barbara Kloss, qui est publiée chez une toute nouvelle maison d'édition qui s'appelle les éditions Rivka. Alors Gods of Men fait partie de ces très bonnes lectures qui ne vont pas me marquer à vie, mais que j'ai bien aimé, dont je lirai sûrement la suite, qui se lit très très bien, voilà. Et puis gros point fort pour l'objet livre quoi. Il est absolument sublime, la qualité du papier, génial. On a des belles illustrations à l'intérieur, enfin la qualité juste de l'objet livre est assez dingue. Je vous recommande vraiment les éditions Rivka pour ça. Dans ce roman, j'ai beaucoup aimé les personnages, surtout. On va suivre Sable d'un côté, qui est une jeune femme guérisseuse dans une espèce de petit village bizarre où il y a plein de voleurs. Et on suit d'un autre côté Jerick, qui est un jeune prince. On se trouve dans un univers de fantasy qui s'appelle les 5 provinces, où on comprend très vite qu'en fait toutes les provinces se font un peu la guerre. Et Jerick est le deuxième héritier du trône de Corinthe, qui est l'une des provinces. Du coup on va suivre ces deux personnages en parallèle au début, donc on a une alternance de points de vue.
On comprend que Sable, c'est une jeune voleuse qui vit avec une vieille dame qui s'appelle Tolia, qu'elle est apprentie guérisseuse. Et Jirik, sa vie elle est pas ouf, hein, clairement, puisque il est sous les ordres de son grand frère qui s'appelle Hagan, et qui est le prétendant du trône de Corinthe. Et comme leur père est mourant, Hagan a clairement pris le pouvoir, et Jirik doit se plier à toutes ses volontés. Et en fait, son frère lui demande constamment d'aller tuer des gens. Voilà, c'est sympa. En tout cas, j'ai vraiment trouvé que les personnages faisaient le point fort de ce roman. Sable, je l'ai trouvé hyper badass, mais dans le genre... je sais pas, j'ai trouvé qu'elle était géniale. Sa façon de parler, sa façon de rembarrer les gens. En fait, il y a une super psychologie derrière, je trouve. Donc je l'ai beaucoup aimé. Et Jirik, j'ai beaucoup aimé son évolution, ses états d'âme, sa psychologie. Enfin, vraiment de bons personnages. L'univers est assez intéressant aussi, je trouve qu'il y a une belle mythologie derrière, c'est-à-dire qu'on a vraiment un souci de la part de l'auteur de construire un univers cohérent, avec vraiment une histoire derrière, une vraie mythologie en fait. Alors ça reste assez cliché dans le genre de la fantasy young adulte, voilà, mais c'est ainsi. J'ai trouvé aussi que la narration était assez originale, je ne sais pas pourquoi en fait, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais je trouvais que la façon dont Barbara Kloss avait raconté son histoire était assez originale et assez prenante, hein. Vraiment ça se lit tout seul, je l'ai lu en 3 jours alors qu'il fait plus de 500 pages, donc je vous le recommande, vraiment c'était une très bonne lecture, et puis je pense que je lirai le tome 2 avec plaisir, même si la fin du tome 1, je mettrai quand même un petit bémol dessus, parce que, petit bémol d'ailleurs, je mettrai du coup un petit bémol dessus, puisque je l'ai trouvé un peu trop facile. Et puis en fait, ça ferait presque comme si c'était un one shot, je sais pas comment le dire autrement, mais on a presque l'impression que toutes les choses sont conclues, et que bah voilà, il n'y a pas besoin d'en dire plus quoi. Je rigole par rapport au fait que je rajoute un petit bémol, parce qu'en fait, la thématique principale de ce roman c'est la musique. Ça, elle a la capacité de jouer de la musique, et en fait ça fait de la magie. Voilà, donc l'auteur, on le ressent vraiment, utilise beaucoup le champ lexical de la musique partout dans son roman, même quand Sable n'est pas en train de jouer de la musique. Donc c'est vraiment top. Moi qui suis musicienne, je trouve ça génial que cette thématique soit mise en avant. Donc j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est quand même une mélodie un petit peu à lire, et c'était vraiment top. Ça a donc été ma dernière lecture du mois de la fantasy. Et puis bah, je suis contente de terminer là-dessus. Je voudrais vous remercier parce que vous êtes désormais plus de 1000 personnes à me suivre sur YouTube. Voilà, je crois qu'à l'heure actuelle vous êtes 1050 à peu près. Et ça me fait tellement chaud au cœur. C'est génial parce que c'est vrai que cette chaîne YouTube ça me prend vraiment du temps. On va pas se le cacher. Mais j'adore le faire. Vraiment, c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Et je suis vraiment ravie que vous soyez autant à me suivre. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram si vous le souhaitez, parce que c'est vraiment là-bas que je parle le plus de mes lectures. Je mettrai le lien de mon Instagram dans la barre d'infos, mais de toute façon c'est de Poulard Anima avec juste des traits du 8 entre chaque mot. Ce que je retiens de ce mois de la fantasy, c'est que je trouve que la jeunesse en fantasy est géniale en termes d'originalité. Je trouve que la fantasy jeunesse arrive toujours à se réinventer, à trouver de nouvelles pistes d'histoire. Par contre, faudrait vraiment que la young adulte se réinvente un peu. Voilà, parce que j'ai un peu l'impression de lire tout le temps les mêmes histoires en ce moment, et je trouve ça très dommage parce que je pense que la young adulte a plein de choses à dire encore. Et voilà, donc c'est ce que je retiendrai de ce mois de la fantasy. Évidemment, la fantasy adulte, comme je l'ai lu dans l'Assassin Royal, ça n'en a rien à voir, vraiment. Mais je trouve vraiment qu'il y a une grosse différence d'originalité entre les romans jeunesse comme Nevermore, qui a quand même un petit côté un petit peu Harry Potter quand on y repense, avec l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve projetée dans un nouveau monde où elle va avoir un rôle déterminant à jouer. Mais tout l'univers autour est hyper original, la narration est hyper originale, les personnages aussi. Et à côté de ça, la young adulte a toujours le même schéma, les mêmes types de personnages, et je trouve ça assez dommage. Donc voilà, c'est ce que je retiens de mon bilan du mois de la fantasy. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce bilan du mois. Je vais essayer de vous faire une petite pile de toutes les lectures que j'ai fait ce mois-ci. Donc ça a été vraiment un mois riche en lecture finalement. J'ai trouvé que c'était vraiment top de pouvoir participer à ce challenge. J'ai adoré le faire, hein, tout simplement. Donc merci beaucoup à Steph de l'avoir organisé, parce que c'est bien d'avoir aussi un contexte et d'avoir d'autres personnes avec qui on lit de la fantasy. Parce qu'on était sur un groupe Facebook, on pouvait partager nos lectures et tout, c'était vraiment top. Donc voilà, j'ai adoré ce challenge. Je vais essayer de revenir dans les prochaines semaines avec d'autres vidéos. Là j'en ai pas posté depuis un petit moment parce que j'avais eu mes partiels, mais là je suis en vacances d'été pendant 3 mois. Et voilà, j'ai juste trop hâte de pouvoir vous tourner plein de choses. J'ai préparé plein d'autres vidéos, et notamment un challenge qui arrive très bientôt. Je ne sais pas quand je vais le commencer, mais ça arrivera bientôt. Et puis je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah si, je voulais aussi vous donner la bonne nouvelle ici, puisque je l'ai dit sur Instagram mais pas ici. Je vous avais parlé dans mon vlog Grisha de mon dossier de candidature en école d'ingénieur.
et j'ai passé mon oral, enfin mon entretien, le 19 mai et j'ai été prise. Donc là je suis en recherche active d'entreprise pour mon alternance et l'année prochaine je serai étudiante en école d'ingénieur. Donc je suis vraiment trop contente et assez fière, on peut le dire. Je vais donc vous quitter avec ma petite pile de romans du challenge. Ça va être lourd, je le sens. Un excellent mois de lecture de mon genre préféré. Alors autant vous dire que là je ne vais peut-être pas lire de fantasy pendant 2 semaines au moins. Mais c'était génial, vraiment j'ai adoré faire ce challenge. Dites-moi en commentaire si vous avez participé au challenge, ce que vous avez lu, quelles ont été vos meilleures lectures, vos moins bonnes lectures aussi. Et puis je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!